c'est aussi assez cliché de se dire qu'un homme sait penser qu'une chose à la fois et qu'il est comme ça. Par exemple, j'apporte autant à l'entreprise et j'estime que ça doit être rémunéré. Voilà. Et ça, on a remarqué que par contre, les femmes sont plus timides pour venir mettre ça sur la table que les hommes. J'ai croisé beaucoup de femmes entrepreneurs. J'ai des fois l'impression qu'elles s'orientaient vers des projets plus petits que ce qu'elles pouvaient faire elles-mêmes. Je ne vois pas vraiment de constante parce que on a telle ou telle chose entre les jambes, on est plus empathique ou pas. Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue pour le nouveau Girl Squad, la nouvelle émission de Startup Vie, les femmes dans la tech, des entrepreneurs, des CEO, des experts du domaine des technologies qui vont nous parler de leur parcours, de leur expérience, des trucs et astuces pour vous inspirer à vous lancer, vous donner de la motivation et comprendre un petit peu les enjeux derrière l'entrepreneuriat féminin dans le domaine de la tech. Alors, il faut vous abonner, évidemment, pour nous suivre. Aujourd'hui, pour ce Girl Squad, on a choisi la thématique femme chef d'entreprise. Est-ce que ça change quelque chose? Est-ce que c'est une plus-value? Est-ce qu'au contraire, c'est plutôt un frein? On va discuter de tout ça avec des CEO, puisqu'on en a invité 3 pour partager leur expérience. Alors, on va peut-être commencer par toi, Marina. Explique-nous peut-être un petit peu ton parcours, mais aussi on a une question rituelle, une façon de poser cette question dans cette émission. C'est de savoir, est-ce qu'il y a un moment dans ton parcours pro, dans ton parcours de CEO, un moment où tu t'es rendu compte que tu étais une femme, où c'est devenu vraiment un truc hyper présent, ou voilà. Alors, un moment dans ma carrière, dans mon parcours, où j'ai su que j'étais une femme, alors je dois répondre non. Je pense que j'ai toujours su que j'étais une femme à la base. Donc, il n'y a pas eu de « waouh, je suis une femme, je veux faire ça maintenant ». Non, ça n'a pas, on va dire, orienté mon parcours ou changé mon parcours. J'ai eu un parcours un peu non conventionnel, on va dire. J'ai fait des études de techniques de qualification et j'aime bien l'appuyer parce que ça pourra peut-être inspirer pas mal de jeunes qui l'ont fait. Ou quand j'ai fini ces études-là, on m'a dit « non, ne fais pas l'UNIF, tu ne vas pas y arriver ». Je leur ai dit « ça, c'est encore à moi de décider ». Et puis, j'ai fini, on va dire, entrepreneur. Ça fait 10 ans que j'ai ma boîte. Je fais une école de business et une spécialisation en entrepreneuriat. Et aujourd'hui, on a rejoint un groupe. Donc, je pense qu'on ne doit pas se laisser dire ce que l'on peut faire ou ce qu'on est capable de faire. Mais ce n'était pas lié à mon profil de femme. C'était juste un moment comme ça dans ma vie. Donc, voilà. Ok, merci. Marina. Sophie, toi, tu as cofondé Utopix. Est-ce que toi aussi, dans ton parcours, il y a un moment ou pas où ta condition de femme t'est un peu revenue à la figure? Non, pareil, je pense que ma condition de femme a toujours été sur la table depuis le début et n'a jamais eu d'impact sur ma carrière. Peut-être la seule fois où je me suis rendu compte que j'étais dans un milieu où il y avait plus d'hommes, c'est la première fois qu'on a levé des fonds. Et que là, on est arrivé devant un panel d'investisseurs où il y avait peut-être 2 femmes sur 100 personnes et moi qui pitchais mon projet. Et là, c'est la seule fois où je me suis dit « ah waouh, en fait, il n'y a pas beaucoup de femmes ». Mais là, c'était plus le domaine investisseur, on va dire, que entrepreneur. Mais que voilà, c'est un milieu, on va dire, dans l'entrepreneuriat où il y a beaucoup d'hommes présents. Mais ça ne m'avait pas choquée, on va dire, avant cet épisode-là dans ma vie. Merci. Et tu nous parles un peu d'Utopix? Ouais, bien sûr. Donc, je suis cofondatrice d'Utopix, pas CEO, mais COO, mais ça, voilà, comme tu disais, j'ai le C. Donc, Utopix, ça s'est créé sur les bancs de l'université, projet étudiant qui nous a amené à être aujourd'hui, avoir fondé la boîte. 7 ans plus tard, peut-être 8 maintenant, parce qu'on est presque à la fin de l'année. C'est une marketplace de photographes et vidéastes professionnels pour n'importe qui cherche un professionnel avec qui travailler sur projet en photo et en vidéo. Ok, moi je m'étais arrêtée à l'aspect B2B, mais maintenant le B2C est présent également. Tout à fait. On a commencé en fait en étant vraiment, comme tu dirais, une agence de service. Donc on démarchait des clients et on leur trouvait leurs photographes ou vidéastes parmi notre réseau. Et on a lancé depuis maintenant 1 an et demi une marketplace, donc n'importe qui. Et des particuliers aussi peuvent venir et dire voilà, moi je cherche pour mon mariage ou je suis enceinte, j'aimerais faire une photo avant l'accouchement, etc. Ou des entreprises qui, on cherche à faire des portraits professionnels, on a un événement et ils postent leur projet, nos prestataires postulent et ils discutent. Donc maintenant, c'est vraiment une relation qui est totalement autonome entre le client et nos prestataires. Charlotte, à toi de te lancer. Alors moi, ça m'a fait penser quand tu parlais de levée de fonds.
c'est vrai qu'a priori, je voyais pas de moment où le fait d'être une femme avait été un problème ou ça m'avait sauté dans les yeux, enfin aux yeux plutôt. Mais c'est vrai que pour un de mes projets, parce que j'ai plusieurs casquettes, mais ça, j'y reviendrai. Mais pour un de mes projets, je travaille en santé sexuelle et on a fait plusieurs levées de fonds. Et c'est vrai que là, être une femme face à des hommes pour parler de sexe, ça c'était, voilà, je me suis dit, tiens, est-ce que le résultat, je me souviens notamment d'un pitch, je me suis demandé est-ce que le résultat aurait été aussi non, on ne vous suit pas, si ça avait été une paire de testicules devant eux. Donc voilà, ça c'est une question que j'ai encore. Sinon, à part ça, mon parcours il est très long, donc je vais pas, voilà. Mais j'ai 2 casquettes, donc l'une c'est que j'ai 2 agences en marketing digital et un centre de formation. Donc, je suis plutôt experte en tout ce qui est référencement naturel et tout ça, mais c'est vrai que j'ai une grosse casquette pédagogique où je donne encore cours. Et au-delà de ça, je bosse en santé sexuelle, donc je consulte comme sexothérapeute et j'ai un projet en cours dans le digital autour de la santé sexuelle. Alors, vous voyez qu'on vous a déposé des petits piments près de vous. Alors, ces petits piments, ils servent à épicer la conversation un petit peu. On va vous demander d'écrire dessus un cliché, une situation, une idée toute faite, qu'elle soit vraie ou fausse, liée aux femmes chefs d'entreprise ou femmes dirigeantes en tout cas. Et puis ensuite, on pourra les lire ensemble et débattre sur cette base. À vos piments, go. On doit les... Ah, on les met Allez, là. on va après, mettre... quelqu'un dit quoi? Ouais. Mais non, je ne saurais jamais lire. Ah, mais c'est pire. On te le donnera. Si on sait D'accord, que, si on ok. sait pas Non, lire, mais on sait que c'est le tien. Ah oui, parce que moi, Ouais, faut vous me le que j'écris donnez. pour moi. Pas pour Ah oui, vous. parce que moi j'ai écriture de médecin, donc Ah bah ouais. Bon, avant de tirer ces petits piments, on vous rappelle qu'on est au Sochi Festival, organisé par Femmes Fières. C'est un festival qui, justement, veut promouvoir l'entrepreneuriat féminin. Son slogan, c'est « L'avenir appartient aux femmes qui osent ». On s'est installé ici parce qu'on trouvait que c'était vraiment le lieu naturel pour lancer cette émission Girl Squad, le nouveau format de Startup Vie. Abonne-toi si tu veux plein de contenu sur l'entrepreneuriat féminin, plein de conseils, plein de témoignages, des ressources, tout ce qu'il te faut pour te lancer. elles sont plus gentilles et empathiques. Gros Qu'est-ce que vous cliché en pensez sur les femmes dirigeantes. Est-ce que les femmes dirigeantes sont vraiment plus empathiques et est-ce que c'est une bonne chose? Moi, je dis non. Non. Je dis non. Par rapport à ce que tu penses personnellement, vu que tu accompagnes aussi les femmes dans leur développement personnel, etc., est-ce que c'est ce que toi tu remarques? Non, c'est plus par rapport à une expérience que j'ai eue où j'ai bossé parfois in-house dans certaines boîtes et où la pire des managers que j'ai jamais eu, c'était une femme qui manquait absolument d'empathie. Et en fait, je vois pas vraiment de constante parce que on a telle ou telle chose entre les jambes, on est plus empathique ou pas. Ça, Donc un vrai cliché pour toi. Pour moi, c'est vraiment... Après, il y a toute cette notion de care auquel la femme est éduquée, effectivement, mais fondamentalement, si quelqu'un est plutôt authentique et comme il veut être et qu'il arrive à se libérer de ça, il n'y a pas plus d'empathie si on est une femme ou un homme, pour moi. Ok. Ouais. C'est pas lié à être un homme ou être une femme, en fait. Mais souvent, on l'entend. Elle est plus gentille, elle pourra peut-être pas prendre la décision, ou est-ce qu'elle va être assez ferme? C'est des choses qui peuvent être sous-entendues. Je pense que non, parce que les hommes peuvent être très empathiques, les femmes entre elles peuvent être même encore plus dures des fois. Donc je pense que c'est un vrai cliché qu'il faut un petit peu casser. Voilà. Mais est-ce qu'on n'est pas autour de la question de la notion même de l'empathie? Parce que par exemple, on a eu d'autres tables rondes où les CEO nous expliquaient qu'elle, au contraire, avait une approche empathique et que c'était quelque chose qu'elle voulait embrasser d'ailleurs en tant que chef d'entreprise, mais qu'on est peut-être sur justement une différence au niveau de ce que ça veut dire l'empathie pour, on va dire, dans un cliché comme celui-là et de ce que ça représente effectivement dans le travail et dans une approche managériale. Alors, il y a avoir cette approche empathique, est-ce qu'elle l'a? Parce que c'est avec les gens qu'elle travaille, la structure dans laquelle elle est, le projet qu'elle porte, les gens qu'elle côtoie au quotidien, ou c'est juste parce qu'elle est une femme? Je pense qu'il y a plein de contextes autour qui doivent être réfléchis. Oui. Ce n'est pas parce qu'elle est une femme qu'elle se sent plus empathique. Je pense que c'est le cadre ou la mission au quotidien
ou le projet, ou la boîte, ou les gens avec qui on travaille, qui nous permettent cette empathie, si elle est permise, au fait. Ça doit être dans la culture d'entreprise, plus que dans quelque chose qu'on décide de mettre en place, quoi. C'est ce que j'allais dire. J'ai l'impression que c'est plus lié au nouveau mode de management qu'on a aujourd'hui dans les entreprises. Moi, je prends comme exemple mon papa qui me parle de son boulot. J'ai envie de pleurer quand il m'en parle et la manière dont il traite avec ses ressources humaines, par exemple. Et je pense que c'est vraiment lié, par contre, à une évolution de nos métiers, du travail, du monde du travail. Mais du coup, il y a aussi... Ouais. La valeur empathie, on sent quand même que elle est passée de c'est une compétence de femme, c'est s'occuper des autres, c'est pas très important. Mais par contre, dans les RH, il y a quand même une majorité de femmes, tu vois. Donc, tout à fait. On parlait un cliché, t'as quand même dans les boîtes. Est-ce que les RH sont toujours empathiques? Non, ça, je pense pas. Et puis elles appliquent, ce que le management. Non, mais par contre, quand on parle de nouvelles techniques de management, justement, on parle aussi de plus de femmes dans le management. Donc, je vais pas forcer la théorie, mais voilà, je me demande s'il y a quand même pas un lien qu'on peut faire entre les deux aspects, quoi. Mais par contre, je trouve que ce que tu disais était intéressant. C'est quoi l'empathie? Est-ce que c'est prendre soin de l'autre de manière maternante, ou est-ce que c'est laisser à l'autre la possibilité d'évoluer par lui-même? Et ça, c'est hyper large. Et je pense que chaque manager... Je pense qu'il y a une connotation, en fait, quand on joint femme et empathie, il y a une connotation caring et service provider, tout ça, qui n'est peut-être pas justifiée ou qu'on a construit, mais qui n'est juste pas juste, quoi. Oui, dans ce que tu dis, il y a Forbes qui vient de sortir une étude sur le fait que l'empathie était... Alors, ils ont appelé ça empathie, effectivement, mais la qualité qui était la plus efficace dans le management. Et un des points qu'ils soulignaient, c'est que les équipes qui estiment avoir un management empathique sont celles qui osent le plus faire de propositions, innover. Et, donc, on sent bien que dans leur définition de l'empathie, c'est justement laisser la place aux autres aussi d'exister et d'apporter quelque chose à l'entreprise. Et c'est la même chose pour un thérapeute. On peut être soit un thérapeute empathique, soit qui va prendre soin et un peu infantiliser ses patients, soit être plutôt dans l'autonomisation. Et je pense que ça, c'est vraiment une question de management, c'est pas une question de sexe genre. ou de genre. Les femmes gagnent moins que les hommes. Voilà. Je pense qu'on en entend souvent parler dans la presse. Oui. Statistiquement, Statistiquement, c'est vrai. Oui. Voilà. Est-ce que c'est quelque chose auquel vous avez été confronté dans votre vie d'entrepreneuse? Alors moi, je suis très mauvais exemple pour ça. C'est des sujets que je ne compare pas forcément. En fait, je regarde pas chez les autres ou pas les sujets avec qui je parle. Je regarde juste au fait moi au quotidien, ma boîte, ma vie, ma famille, mon environnement proche à moi. Mais je m'amuse pas à me dire tiens, celle-là qui a le même poste que moi, est-ce qu'elle gagne autant que moi? C'est pas quelque chose qui me parle ou que je compare. Évidemment, je lis les études, quand je vois les points qui ressortent, tiens, ils gagnent X% en moins, quand on compare à tel moment de l'année, hop, elles ont déjà fini, on va dire, leur salaire annuel, pourtant les hommes continuent à gagner. C'est vrai que ça m'interpelle et je me dis, mince, qu'est-ce qui pourrait être fait pour changer ça? Parce qu'en fait, le boulot est peut-être le même et il est fait, mais moi, au quotidien, c'est pas quelque chose que je compare ou que je regarde. Donc voilà, je me dis qu'il faut pouvoir exprimer les points de vue, il faut pouvoir aller pousser et montrer, au fait, je fais ça, il fait ça. Qu'est-ce qu'on peut regarder? Mais ça ne nécessite pas une comparaison, justement? Est-ce que ça ne nécessite pas de savoir que tu gagnes moins que ton voisin de bureau pour pouvoir aller réclamer cette équité? Alors, au fait, dans mon cadre, j'ai rarement été employée. Oui, mais c'est ça. Donc, en fait, c'est peut-être de là que vient ma manière de penser. Moi, j'allais dire, je suis indépendante depuis 10 CEO. ans. Je suis indépendante depuis 10 ans. Là, je suis CEO, donc aller comparer mon salaire de CEO avec une autre CEO. Et l'expérience de ton équipe, peut-être? Non, mais justement, dans ton équipe, en tant que chef d'entreprise, est-ce que c'est quelque chose auquel vous faites face ou auquel vous devez réfléchir? Ou est-ce que c'est quelque chose qui fait dans partie de la la réflexion? détermination des salaires, oui, il faut réfléchir, comparer, mais je n'ai pas mis un critère homme-femme et une croix à cocher. Malgré qu'elle tombe enceinte et que peut-être Bah oui, que malgré qu'il y a un petit piment là-dessus. Il y a un petit piment là-dessus. Il y a du pimiento. C'est pas malgré. En fait, oui, mais elle est enceinte, c'est pas son cerveau qui est malade. Enfin, voilà, a priori, ni son ventre, regarde. Donc voilà. Okay, mais c'est vrai que le fait d'avoir été très peu employée, en fait,
je me sens pas concernée par cette différence salariale, puisque c'est toujours moi qui ai dit combien je m'estimais. Donc. Et pour le prendre, alors peut-être dans la perspective entrepreneuriale, on sait aussi que dans les levées de fonds, les femmes qui portent des projets, généralement, obtiennent des levées de fonds moins élevées. Elles demandent moins aussi, c'est vrai, mais elles obtiennent moins, alors qu'il y a quand même plusieurs études qui prouvent que les sociétés qu'elles lancent sont plus rentables. J'ai jamais ressenti ça. J'ai pas ressenti le fait de lever moins et alors demander moins, ça certainement pas, parce que je regarde les chiffres et ce dont j'ai besoin. Donc j'ai pas ressenti ça. Toi, Sophie? Non plus, mais bon, après, nous, on était deux, donc voilà. Par contre, on nous avait demandé souvent si on était un couple. Bon, c'est un autre sujet. Et que certains investisseurs étaient plutôt refroidis par l'idée d'avoir un couple qui gère une entreprise. Bon, voilà, c'est un détail. Maintenant, je pense que le binôme a bien marché. Et à l'inverse, j'avais beaucoup d'investisseurs qui nous disaient on aime beaucoup que ce soit une énergie, un binôme homme-femme à la tête de l'entreprise. Donc, pour moi, ça a été plutôt ça a été un levier positif. Mais on était deux. Donc, voilà, je ne peux pas parler de mon expérience de levée de fonds femme solo. Par contre, pour reprendre un peu ce qu'on disait tout à l'heure, mon salaire non plus, j'ai pas cette expérience, mais on est sur un pied d'égalité évidemment avec mon cofondateur. Mais j'ai pu remarquer dans les équipes que, par exemple, c'était quelque chose que je pense avant ne se faisait pas trop. Entre collègues, on se disait pas trop son salaire. Nous, dans l'équipe, tout le monde connaissait le salaire de tout le monde et ils en parlaient entre eux. Et c'était évidemment un élément pour pouvoir venir dire un tel gagne autant. Et ça, c'est quelque chose qu'on a toujours dit. On ne base pas sur c'est plutôt ce que tu vaux, ton travail vaut, et on ne va jamais refuser une augmentation si quelqu'un est frustré, par exemple, de son salaire. Ça veut dire qu'il s'estime pas reconnu à sa juste valeur, mais on appuie sur des choses qui sont factuelles. Par exemple, j'apporte autant à l'entreprise et j'estime que ça doit être rémunéré. Voilà. Et ça, on a remarqué que par contre, les femmes sont plus timides pour venir mettre ça sur la table que les hommes. Et pourquoi, à ton avis ? Chez nous, on a toujours respecté une parité homme-femme dans l'équipe, pas parce qu'on avait décidé que ça devait être comme ça, plutôt parce que ça s'est fait naturellement. On avait des rôles dans l'entreprise où on avait plus facilement des femmes pour les postes, donc c'était plutôt justement ce qui était gestion de clients, organisation plus carrée, et dans les commerciaux, par exemple, on avait plus des hommes. Est-ce que c'est cliché? Je sais pas, mais en tout cas, voilà, on a eu des femmes aussi en CLSA, on n'a pas eu que des hommes, mais en tout cas, ça s'est fait comme ça. Et donc, je pense que c'était juste des profils, des personnalités où les hommes étaient plus j'ai fait ça, du coup est-ce qu'on peut en discuter, où les femmes étaient plus j'attends mon évaluation et peut-être je vais oser en parler, et donc voilà. Et ça, c'est quelque chose avec Maxime, on s'était dit en fait on va mettre plus souvent des évaluations pour que ce soit plus facilement amené sur la table aussi, et que la personne ne soit pas frustrée pendant 1 an de se dire, ou 6 mois de se dire je vais attendre mon évaluation parce que j'ose pas et je suis frustrée pendant ce temps-là. Et ça, c'est pas ce qu'on a envie. C'est que la personne se sente bien dans son travail et reconnue à sa juste valeur. Donc, voilà. Vous avez mis en place, plus de feedback. De nouveau, c'est le cadre de travail qui va permettre la confiance et qui va permettre à la femme ou à l'homme d'aller demander quelque chose ou de l'exprimer, en fait. Tout à fait. Ne peuvent pas avoir d'enfants. C'est toi. Les femmes chefs d'entreprise ne peuvent pas avoir d'enfants. En fait, je vais le dire pourquoi je l'ai écrit. Donc, j'ai fait, il y a quelques années, une petite présentation devant un groupe d'étudiants qui devait être en première bac. Et donc, je fais un petit peu, j'explique le planète, j'explique ce que je fais, mon parcours, mes études. Et puis, à la fin, on peut poser des petites questions. Et il y a une jeune demoiselle qui me demande, oui, mais est-ce que vous avez des enfants? Est-ce que vous y avez réfléchi? Est-ce que ça va bloquer votre parcours? Moi, je me suis pris ça en pleine gueule, il faut le dire. Je dis, mais comment est-ce qu'elle peut me poser cette question? C'était, je crois, il y a 3 ans, 4 ans. Je dis, mais on est en quelle année? Il ne faut pas s'arrêter à ce cliché-là. Et je lui ai dit, oui, j'ai des enfants, oui, je m'organise, oui, je vis, oui, j'ai ma boîte, oui, je suis indépendante depuis 10 ans. Donc, oui, c'est possible. Je ne dis pas que c'est facile, mais c'est tout à fait possible. Et au fait, j'étais un peu choquée qu'elle pose la question comme ça, en se disant vraiment que pour elle, si j'ai pris ce parcours-là, ça veut dire que je dois faire ce choix-là de ne pas en avoir. Et donc, je me suis dit, de nouveau, est-ce que c'est ce qui se passe à domicile? Est-ce que c'est ce qui se véhicule au fait dans les amis? Si c'est ton choix, ok, assume-le, mais pas que ce soit une condition de l'un ou l'autre.
Vraiment. Et donc, c'était l'une des premières questions de l'audience. Et donc, ça a enchaîné sur plein de questions de jeunes filles. Oui, mais comment on s'organise? Est-ce que c'est plus dur? Et est-ce que les gens en face, ils vont juger? Qu'est-ce qu'on doit répondre? C'est parti vraiment dans toute une discussion. Et donc, moi, ça m'avait marqué parce que, de nouveau, je n'ai jamais été face à ce cliché-là. Mais ça me rendait malade, au fond de moi, de me dire, mince, au fait, c'est ce qu'ils vivent et qu'ils vont avoir au quotidien. Donc, comment les aider à casser ces clichés? Et je pense que ce genre de discussion sert vraiment à ça aussi. Donc, voilà. Oui, sur une autre table ronde, on parlait du fait qu'en général, les femmes qui arrivent dans un poste via un système de quotas, etc., ressentent un sentiment le syndrome de l'imposteur et ne se sentent pas appréciées à leur juste valeur parce qu'elles sont là finalement pour remplir un quota, etc. Et de la difficulté d'être, appréciées parce qu'on fait un bon travail et pas parce qu'on est une femme ou parce qu'on est jolie, etc., etc. Donc là, ce que tu dis, ça me fait un peu penser à ça. Je me dis, c'est vrai qu'on peut avoir un tas de casquettes, n'est-ce pas? Mais par contre, je me dis que c'est aussi quelque chose qui est très féminin, justement. Parce que, généralement, un homme qui a une carrière, il est carriériste. C'est un terme, d'ailleurs, qui est positif en ce qui concerne les hommes. Et on ne s'attend pas à ce qu'il soit également ci, également ça. Il fait sa carrière, il est concentré là-dessus, c'est génial, c'est parfait. Et pour les femmes, par contre, plus compliqué de valoriser le fait de faire plein de choses, etc. Et donc de pouvoir être une mère, mais aussi une chef d'entreprise, etc. Je pense que c'est plus dur à vivre et que c'est typiquement féminin aussi d'avoir, je pense déjà d'avoir envie de ça. Je pense que les hommes ont aussi cette manière de faire les choses qui est un peu plus unie, je sais pas, latérale, je sais pas ce qu'il faut dire. Monotage. Voilà, monotage, exactement. Et donc ils font ça et puis c'est tout. Et donc voilà, moi ça me faisait penser à ça. Je me suis perdue dans ma réflexion, mais... Et moi, ça me donne par contre envie de réagir parce que c'est aussi assez cliché de se dire qu'un homme sait penser qu'une chose à la fois et qu'il est comme ça. Parce que fondamentalement, ça dépend du mec, quoi. Moi, je travaille avec mon mari, donc on travaille ensemble. On est cofondateur de plusieurs boîtes et on a 2 enfants et il s'occupe autant des enfants que moi. Parfois, je pars pendant 10 jours, je le laisse seul parce que je dois aller écrire ma thèse. Ben, il assume. Je pense que ça dépend vraiment très fort des gens, plus que des genres. Mais là, tu parles effectivement de la charge de famille, etc. On voit quand même que dans les chiffres, en tout cas dans les moyennes, il y a quand même une part plus importante qui est assumée par les femmes. Ça change petit à petit? Je sais pas parce que j'ai pas fait une étude générale là-dessus, mais en tout cas, moi, ce que je vois dans mes consultations, du coup, parce que ça me donne un peu une vision, c'est qu'il y a un gap, il y a un changement entre 2 générations, quoi. Plutôt de ma génération, je reçois encore des couples où c'est vraiment, comme tu dis, l'homme qui fait carrière et l'autre qui reste à la maison, limite. Mais dans les générations un peu plus jeunes, en tout cas, je sens plus de souplesse et j'arrive plus facilement à les amener à un réaménagement de la manière dont ça fonctionne. Donc, je pense que c'est en train de changer et je pense que le changement va très fort s'accélérer. C'est la même chose pour la binarité. Donc, le fait qu'il y a homme-femme, cette espèce de non-binarité qui aujourd'hui commence à se faire sentir ailleurs, c'est déjà très installé. Donc, ça va de plus en plus être perturbé. Bon, après, pour apporter une précision, je ne pense pas que les hommes soient monotages. Je pense que c'est... Et en plus, c'est assez pratique aussi de le penser et de l'imposer comme méthode de fonctionnement. Les femmes ne savent pas prendre de décision. Ah. Des décisions, vous devez en prendre tout le temps, comme chef d'entreprise, comme dirigeante. Est-ce que c'est quelque chose où vous avez senti que peut-être qu'en face de vous, l'interlocuteur se disait « celle-là, elle ne va pas savoir prendre une décision, ça ne va pas aller ». Est-ce que c'est quelque chose que vous avez ressenti un jour ou pas? Jamais. Moi non plus. Mais après, positif au fait. Non, mais je pense que de nouveau, c'est un cliché parce que c'est typiquement lié à un type de personnalité. C'est pas lié au sexe, quoi. Je veux dire, clairement, par exemple, moi dans ma dynamique avec mon cofondateur,
Il a ce côté très je te demande ton avis, mais je pense que ça c'est bien, t'es d'accord ou pas? Et moi je suis plus on peut encore en discuter, je suis plus voilà, il est plus tranchant que moi, mais c'est une dynamique qui fonctionne par exemple. Mais c'est typiquement un trait de personnalité. Prendre des décisions, on les prend toujours à deux, et donc quoi qu'il arrive, ce qu'on s'est toujours dit, c'est que si on n'arrivait pas à convaincre l'autre, c'est qu'il y avait un souci. On doit toujours savoir se convaincre l'un l'autre. Voilà, donc ça c'est la seule chose qu'on a on va dire instauré comme prise de décision. Mais ça n'empêche que si je suis pas d'accord, je suis pas d'accord, et je donne mon avis, quoi. Donc c'est pas voilà, c'est un cliché, c'est moi qui l'ai écrit, j'assume, et je trouve que c'est un cliché, voilà. Les femmes doivent choisir entre la vie de famille et la carrière. Non, on l'a abordé. Mais effectivement, on l'a déjà abordé, mais ça se voit quand même dans les chiffres. Hein. Donc, dans les femmes qui lancent des entreprises et qui arrêtent, il y en a toute une proportion qui arrêtent pas parce que la boîte ne fonctionne pas, mais parce qu'elles n'arrivent pas à trouver cette clé de conciliation vie privée, vie pro. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut mettre en place pour que ça puisse être plus facilement conciliable, au-delà du fonctionnement du couple, quoi? C'est un peu la base, j'allais dire. Oui, mais aussi trouver des ressources externes, quoi. Avoir des gens qui peuvent prendre le relais. Donc, typiquement, dans nos frais mensuels, nous, il y a quelqu'un qui prend en charge les enfants quelques jours par semaine après l'école. Sinon, c'est pas possible. Donc, nous, on prévoit vraiment ça dans le budget, en se disant, OK, parce que sinon, ça fonctionne pas. Et donc, il y a ça. À part ça, la laisser à la garderie, lâcher un peu. Enfin, j'allais dire, je suis pas concernée, vu que je suis pas maman, et que voilà, la question est pas sur la table. Mais je pense que c'est quelque chose qu'il faut, dès le départ, se mettre en tant que chef d'entreprise, c'est essayer de pas se rendre indispensable. Il y a plein de choses qu'on peut déléguer, et je pense que c'est un truc que les dirigeants ont du mal à apprendre à déléguer, et nous c'est un truc qu'on a essayé de mettre en place très tôt en disant ok, tout ce qu'on fait, il faut qu'on puisse, bon, il y a des choses pour lesquelles voilà, on sera obligé d'être là toujours, mais voilà, apprendre à déléguer. Moi par exemple, ça m'a permis de faire un voyage récemment, parce qu'à un moment j'ai dit mais en fait c'est jamais le bon moment de partir, donc là j'ai envie de le faire, je vais mettre les choses en place pour avoir le temps de voyager. Donc voilà, c'est se forcer, c'est se donner les moyens d'y arriver. Je pense que comme tu dis, ça doit être dans un budget, ça doit être dans le fait de pouvoir déléguer certaines tâches et de se dire ok, je peux partir, je peux le faire, et voilà. Mais je ne suis pas maman, donc j'ai juste parlé d'un voyage, c'est pas le même, pas la même chose. Ah, ça dure un peu moins longtemps. Ouais, c'est un peu moins long. Moi, j'ai fait pendant tout un moment aussi du coaching et de l'accompagnement. Alors, ce que j'ai l'impression, c'est que j'ai croisé beaucoup de femmes entrepreneurs. Alors, je ne sais pas si c'est dû à leur moment de vie ou à certains choix, mais j'ai des fois l'impression qu'elles s'orientaient vers des projets plus petits que ce qu'elles pouvaient faire elles-mêmes, mais donc qui, sur le long terme, allaient être plus difficiles à être viables pour un couple ou une famille. Donc, je ne sais pas si c'est peut-être des fois dans le choix du projet à la base, de se dire, vu que je n'aurai pas beaucoup de temps, vu que je ne pourrai pas faire ça, je vais faire ça. Et donc, en fait, c'est déjà restreint. Et donc, en fait, à un moment, on doit juste arriver à la conclusion, en fait, ce n'est pas rentable, donc je dois arrêter. Donc, est-ce que des fois, ce n'est pas le choix à la base de se dire, allez, même s'il y a les enfants, même si je suis une femme, même s'il y a la famille, même si on est en couple, je vais voir un tout petit peu plus haut. Voir grand. Et de se dire, on trouvera un moyen de s'organiser, mais là, je sais que je peux le faire, je sais que je peux y arriver. Et peut-être que ça tiendra plus sur le long terme, parce que dans la statistique des femmes qui arrêtent leur projet, j'aimerais bien savoir, au fait, la catégorie ou le secteur, pour voir un petit peu, est-ce que dans tous les secteurs, le pourcentage est le même? Je ne suis pas sûre. Non. Donc, voilà. Et donc, c'est là que c'est intéressant de peut-être aller pousser les femmes, ou pas les femmes, et de se dire, choisissez bien le secteur dans lequel vous démarrez, et de voir juste un tout petit peu plus haut, et puis après, vous vous organisez. Mais pas déjà de le choisir en fonction de tout ce qu'il y a autour, ou de choisir le secteur dans lequel on veut aller en fonction de ce qu'on a, et de se dire, ça, ce sera suffisant pour moi, et puis je teste jusque-là, et puis j'avance ou pas. Je pense qu'on revient à quelque chose, parce qu'on en a parlé juste avant, mais de l'éducation, le rôle de l'éducation dans tout ça, ou de déconstruire des clichés sur le fait que très jeune, c'est vrai que même, en tout cas, ma maman, elle était là, mais il faut faire un travail où tu gagnes bien ta vie, comme ça tu seras tranquille, si tu veux, le jour où tu vas avoir des enfants. Et je pense pas à ça quand j'ai 16 ans et qu'on me demande ce que je veux faire de ma vie, mais je veux dire, c'est des clichés qui nous ont poursuivis, je pense, toute notre vie. Et je pense que ça doit être déconstruit dès le départ, de pouvoir dire des solutions, on en trouvera, et fais ce que tu as envie de faire,
entreprendre ou faire un autre métier, voilà. Quelque chose Marina, qui me toi, tu passionne. parles de secteur. Est-ce que, moi, ça me fait penser à une question plus générale. Est-ce qu'il y a des secteurs où les femmes sont plus légitimes à entreprendre ou en tout cas jugées plus légitimes, par exemple, par les investisseurs? Alors là, je ne voudrais pas donner un secteur parce que ce serait peut-être cliché. Je ne saurais pas en sortir un comme ça, mais c'est juste que je pense que de temps en temps, il faut se faire confiance. Et je peux parler de moi-même parce que de temps en temps, on a tous des doutes et on n'est pas parfaite, et, comme tout le monde. Mais se faire confiance, même au démarrage, et pas au fait se mettre un step en dessous de la confiance juste parce qu'on a une femme. Voilà. De déjà penser à tout ce qui va venir. Il faut arrêter. Au fait, il faut se mettre au même niveau et se dire je peux le faire juste en regardant ce qu'on est capable de faire et pas à cause de notre genre. Arrêter avec les pensées limitantes, quoi. Voilà. Ouais, c'est quand même plus simple à dire que faire, Ouais. parfois. Je suis peut-être pas un bon exemple à suivre, hein, j'ai mis longtemps, mais en fait, c'est aussi avec le temps, avec les rencontres, avec les challenges, avec les réussites, où tu te dis, maintenant c'est bon, quoi. Allez, avance, vas-y, fais-le. C'était tout à l'heure, on en discutait, des fois on prend plus de temps que d'autres pour agir ou réfléchir, parce qu'on pense à plein de choses autour, mais je pense qu'à un moment, il faut y aller, il faut foncer et pas se limiter. Et encore plus pour les jeunes générations, je pense. Par contre, je trouve que ça dénote aussi un autre cliché qui court encore très fort, c'est que quand on est une femme, on ne se réalise que quand on fait des enfants. C'est-à-dire que c'est cette espèce de frein de se dire « mais non, je ne vais pas me lancer » ou parce que bon, on pense peut-être à avoir un enfant. En fait, on peut faire autre chose de sa vie que des enfants quand on est une femme. Il y a tellement de jeunes femmes accomplies qui n'ont pas d'enfants. Il y a tellement de mamans qui malheureusement regrettent parce que c'est un choix de vie. Sujet tabou, ça. Oui. On aime les sujets on peut en tabous. faire un. Il y a les deux. Mais je trouve ça important d'éduquer au fait que il n'y a pas que ça et que c'est pas si merveilleux que ça, quoi. Voilà aussi un peu une question de modèle, non? On a un peu souvent tendance, même dans les modèles très femme chef d'entreprise, etc. Enfin voilà, super réussite professionnelle. Et elle a 3 enfants. Comme si C'était en un fait, frein, ça quoi. va avoir quoi, un frein ou alors que on n'est pas sur le même. En plus sur le même temps, quoi. Oui, c'est vrai que si on parle d'un chef d'entreprise, a priori, on ne fait pas toute sa généalogie, mais si c'est une femme, on va bien préciser qu'elle a des enfants, oui. Comme si Et qu'elle sait c'était- faire les deux. Oui. Ah, c'est vrai. Ils sont nuls en digital. Est-ce que les femmes sont vraiment nulles en digital? On vient d'avoir Qui a dit ça? 3 experts c'est moi. en intelligence artificielle, etc. Donc voilà. Mais est-ce que vraiment les femmes ne s'en sortent pas avec le digital? Non, pas du tout. Non, en fait, c'est un cliché qui court, mais nous, dans notre centre de formation, on a plus de femmes inscrites. Donc, on est en général à 70 à 80% de femmes qui s'inscrivent et elles sont plus douées en général que leur... Enfin bon, ça, c'est une généralité, mais moi, je ne le ressens pas du tout. Mais elles-mêmes arrivent parfois avec cette crainte de se dire, oui, bon, je suis une nana. Et en fait, pas du tout. Je pense que c'est pas vrai. Mais vous avez toutes les trois plus ou moins le même discours sur le fait que vous n'avez finalement pas subi de biais de genre. Est-ce que vous avez une explication pour ça? Est-ce que vous... Et que, quand on regarde les chiffres, on peut dire que vous faites relativement partie d'une minorité. Est-ce que vous savez comment ça se fait? Quel est le secret? Pour avoir un parcours sans que ça... Voilà, ça n'impacte pas votre vie professionnelle. Mais je me suis posé une fois la question de me dire, tiens, j'entends souvent parler de ça. Alors, j'ai retourné la question dans l'autre sens en me disant, peut-être au fait qu'il y en a plein dans mon quotidien, mais que j'ai décidé qu'ils n'allaient pas m'atteindre. Et donc, quand on en parle, je n'ai pas l'impression de les avoir subis. Il y en a certainement. C'est juste que moi, quand on me fait une remarque, je passe à autre chose. Et peut-être que je ne leur accorde pas d'importance. Et donc, c'est peut-être pour ça que je dis que je ne suis pas face à ça, parce que j'ai décidé que mon caractère est comme ça, que je passerai à autre chose et que j'arriverai quand même à avancer. Et donc, je ne me focalise pas dessus. À un moment, j'y réfléchis, je me dis peut-être que c'est ça, c'est mon caractère. En fait, j'ai juste décidé que ça ne me toucherait pas, ça ne m'atteindrait pas et que ça ne me bloquerait pas. Et donc, je ne peux pas les calculer, les expliquer, les nommer. Donc, voilà. Ouais, je suis assez d'accord, j'allais dire pratiquement la même chose, mais que je pense que c'est un trait de caractère. Enfin, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, oui, ma maman, elle m'a dit, va faire avocate, va faire médecine, c'est là que tu vas bien gagner ta vie.
ça m'est complètement passé au-dessus, quoi. Et plus tard, j'ai toujours un peu imposé ce que je voulais. Et voilà, dans la même idée que si mes parents n'étaient pas d'accord, j'allais argumenter en disant non, c'est ça que j'ai envie de faire. Et puis voilà, j'ai réussi à les convaincre et à en arriver où j'en suis aujourd'hui. C'est un peu ça. Je pense que j'en ai subi, j'ai dû en avoir, mais que ça m'a pas atteint et que j'ai décidé de pas les écouter, de passer au travers et oser, en fait. C'est un peu le thème du festival ici, mais c'est ça, oser, quoi. Et pas s'arrêter à ce que les autres disent. Et ça a été aussi, je pense, dans la création d'Utopix, j'ai eu beaucoup de gens autour de moi au départ qui nous disaient « Mais c'est compliqué votre truc quand même, comment vous allez y arriver et vous gagnez pas votre vie ?» Wow. Beaucoup des gens qui comprenaient pas, en fait. Mais c'est pas grave, on leur a montré que 7 ans plus tard, on peut faire quelque chose quand même, quoi. Donc voilà. Moi, je dirais juste que c'est un peu la même chose. Je dois être aveugle à ça. Mais alors, plus qu'un trait de caractère, je pense que c'est quand même un truc qui peut s'acquérir. Je crois que c'est un truc sur lequel on peut évoluer. Et que je pense que ça demande juste de déconstruire, effectivement, l'importance du regard des autres et de réussir à arriver à une reconnaissance plutôt interne qu'externe, quoi. Aller trouver sa valeur chez soi plutôt que tiens, qu'est-ce que pense l'autre ou est-ce que j'ai réussi selon les critères ou pas. Mais c'est quelque chose qui peut s'acquérir. Et comment ça m'arrive d'acquérir. Comment est-ce qu'on s'entoure? On vient me voir, par exemple. Il y a énormément de coachs qui font ça, donc qui accompagnent notamment les femmes vers la libération de tous ces clichés. Et effectivement, je pense que c'est une question de filtre. OK, est-ce que je m'accroche ou pas à la réflexion d'un espèce d'idiot ou d'une femme qui oui, tout aussi idiote. Enfin, donc je pense que c'est une question de filtre et de manière de voir les choses. C'est ça, mais donc du coup, on peut quand même venir sur... voir que c'est une question de caractère, mais qui est probablement aussi le produit d'une éducation, d'un système... d'un environnement culturel. Et donc, c'est très rarement... Ce que je veux dire, c'est que c'est fort peu probablement... juste comme ça. C'est-à-dire que c'est effectivement construit. Il y a une manière dont vous êtes construite, d'abord en tant que femme et puis en tant qu'entrepreneur, mais qui est la résultante aussi d'un travail, comme on a dit, d'éducation, ou je ne sais pas s'il y a eu des coachs, et d'un environnement social qui est, à mon avis, aussi lié, quoi. Parce que moi, j'ai aussi un parcours d'entrepreneur et pareil, mais je sais d'où ça vient. Je sais que j'ai eu une maman qui était tout le temps derrière moi, qui m'a toujours hyper motivée, malgré que j'étais noire, grosse, une femme, et que tout ce que j'ai fait pour arriver à avoir une société, c'était hyper compliqué, c'était que des barrières et que des freins. Mais donc, j'ai conscience que c'était cette éducation, un environnement aussi culturel, des gens que j'ai fréquentés, qui m'ont, on va dire, ouvert les yeux sur pas mal de choses et sur la possibilité d'entreprendre et tout. Mais donc, ça existe, les billets de genre ont existé et j'ai effectivement décidé de les dépasser, mais c'est une autre réflexion que de se dire ça n'existe pas, comme ce que vous avez choisi comme j'allais dire arme, mais encore une fois, c'est un peu dans un champ lexical tu vois, je dirais comme manière d'aborder le sujet, où moi, je sais qu'ils étaient là et j'ai vraiment jumpé, j'ai vraiment fait en sorte de les dépasser, mais en les repérant chaque jour au quotidien, quoi. Encore un, je coche, mais c'est pas grave, on y va. Et donc, c'est des approches totalement différentes. Non, mais je suis d'accord avec toi. Il y a aussi un environnement, un cadre, un accès à l'éducation. Il y a plein d'autres facteurs, forcément, mais ouais. Je pense et alors, peut-être que j'ai oublié, hein, tu vois. Peut-être qu'effectivement, peut-être qu'il y a une époque où j'ai décidé d'enterrer ça parce que ça... Mais effectivement, il peut très bien avoir un chemin d'évolution, mais les billets de gens existent, ça c'est clair. Même si je décide de ne pas les voir. Oui, c'est ça. C'est peut-être la solution. On ignore le problème. Les femmes sont plus... C'est ça. Les femmes sont plus dans un management doux, c'est ça. Bon, mais vous avez quelque chose à ajouter sur la question? En tant que chef d'entreprise, est-ce que vous estimez avoir un management doux? Non. Vous-même? Non, moi je suis pas une manager
douce. Et en fait, j'ai décidé de ne travailler qu'avec des freelances parce que le management au jour le jour avec des employés, c'est pas quelque chose qui est fait pour moi. Je travaille beaucoup mieux avec des gens qui sont dans une dynamique d'autonomie complète. Et donc, j'ai fait l'expérience d'engager beaucoup de gens et ça ne me convenait pas. Parce que, oui, je dois avoir un management plus masculin et donc c'était oui, pas... même tes patients, tu veux plus les voir, tu leur donnes les outils en ligne. Ça c'est différent, c'est vraiment deux casquettes très différentes. Non, ça c'est... Et puis bon, eux ils me payent à la séance, enfin c'est eux qui me payent, tu vois, donc ça va. Oui. Mais donc moi, non, j'ai pas un management doux, du tout. Bah, moi, il faut demander à l'équipe alors. Parce que le dire soi-même, c'est de nouveau un peu cliché. Qu'est-ce que management doux? Comment est-ce qu'on le définit? On fait un petit cadre ici autour de la table et on dit que ça veut dire bonjour le matin, fixer une petite réunion. Qu'est-ce qu'un management doux? Si on le définit, peut-être que je peux y répondre, ou alors il faut demander à l'équipe de se dire est-ce que Marina a un management doux? Selon leur définition. Voilà. Et on va leur envoyer un petit sondage. Prochain sondage. Est-ce que tu trouves que tu as un management empathique? De nouveau, c'est ça. On a un cadre de confiance dans l'équipe, on a une manière de travailler, on a une transparence dans l'équipe, un certain mode de travail avec nos outils, notre manière de faire. Meeting début de semaine, fin de semaine, one-to-one par mois, regarder ce qui va pas, on avance, objectif. Est-ce que c'est un management doux et empathique? C'est quelque chose qu'on a construit dans la boîte pour qu'on avance tous ensemble vers le même objectif, la même mission, la même vision, qui est portée par moi, mais pas que. Si eux la portent pas non plus, on va nulle part. Donc, c'est juste leur transmettre peut-être toute mon énergie et mon envie et cette vision, mais c'est eux qui doivent la concrétiser au quotidien. Moi, toute seule, il n'y a pas de boîte. Donc, je ne sais pas si c'est de la douceur ou si c'est juste l'efficacité. Le projet leur parle autant qu'à moi et qu'on sait tous dans quel bateau on est et dans quelle direction on va. Je ne sais pas si la douceur a quelque chose à voir là-dedans. La discussion, le cadre de travail, la confiance, la mise en avant des compétences de chacun, le rôle de chacun, peut-être. Est-ce que c'est fait avec douceur ou pas? Bah, je pense qu'on y revient, mais c'est justement un nouveau type de management où voilà, on est beaucoup plus centré sur la personne, sur le feedback, sur voilà, c'est très différent d'avant, je veux dire. Mais ça permet d'être efficace. Voilà. Super efficace. Ah oui, plus rentable. Oui. C'est quand même en restant, comme on dit souvent, dans une logique bassement productiviste. Si tes équipes ont la place pour s'exprimer, ont la place pour innover, proposer des choses, ont la place pour avoir du feedback, etc. S'épanouir elles s'épanouissent et a priori elles travaillent mieux, quoi. Et je pense que c'est sans doute en ça aussi que le management est en train de changer, parce qu'on commence doucement à se rendre compte que la ligne hiérarchique comme ça, très directe. Et je trouve que le Covid a eu un gros impact aussi énorme sur... plein de gens qui se sont rendus compte que leur travail n'avait aucun sens, en fait. Ne leur apportait aucun sens, n'avait pas de développement personnel. Et il y a eu vraiment un choc, je trouve, post-Covid qui s'est senti très fort. Mais voilà, c'est tout dans la lignée de ce qu'on est en train de dire. Je parlais avec une copine, elle m'a dit, je sais plus, elle me parle de ses difficultés au travail et tout. Je dis, et donc c'est ton supérieur qui t'a dit ça? Elle me dit, ça n'existe plus, on n'utilise plus le terme supérieur. Ça fait depuis Covid qu'on dit ça. Désolée, pardon. Les chefs sont pertinentes dans les boîtes, dans les produits et services s'adressent aux femmes. C'est ça? C'est moi. Les chefs sont plus pertinentes dans les... Donc, tu peux redire ta question? Est-ce que les chefs... Donc, non, c'est pas est-ce que... C'est le cliché. Les femmes chefs d'entreprise sont plus pertinentes dans les boîtes où les produits, les services leur sont adressés. Ont un plus grand pourcentage de femmes. Donc, la femme CEO de... Dans le cosmétique, dans la mode, dans la cuisine. Voilà. Est-ce que c'est là qu'elles sont pertinentes et qu'elles sont plus efficaces? J'ai l'impression qu'elles sont plus présentes aujourd'hui parce que je pense que c'est un chemin où du coup il y a plus de facilité, où c'est plus un milieu... Enfin voilà, moi je vois ça avec mes clientes dans des entreprises de beauté cosmétique. Bah oui, je suis en contact avec des femmes qui ont des postes à haute responsabilité et je me dis que voilà, c'est une logique où forcément, elles sont plus attirées par un produit-service qui leur parle pour se développer et de faire leur carrière, par exemple. Mais de nouveau, je pense que ce n'est pas... elles n'ont pas plus de valeur là que dans une boîte tech ou de biochimie ou peu importe. Mais je pense juste que c'est un secteur où on va rencontrer plus de profils de femmes et donc plus de chefs d'entreprise aussi.
Ouais, plus de femmes de façon générale, donc plus de chefs. Voilà, parce que c'est simplement quelque chose qui leur parle plus, donc qu'elles sont plus attirées par ça. Je sais pas si c'est... Je sais pas, Joker. Mais voilà, plus de valeur, je pense. Enfin, en tout cas, c'était ça, je pense, le fond de ton pimiento. Plus pertinente, mais... pertinente. Ça rejoignait un peu ça, ouais. En fait, l'homme ou la femme est pertinent dans le secteur dans lequel il s'épanouit et qui se plaît. C'est là qu'il sera le meilleur vendeur, le meilleur manager, le meilleur commercial. C'est qu'il doit croire en ce qu'il fait. Voilà. Malheureusement, on sait bien que ce n'est pas la chance de tout le monde, mais qu'il soit femme ou homme, c'est juste lié à ça de nouveau. On en revient en fait au caractère tout le temps de la personne. Au caractère, à son environnement, à sa manière d'être. À son chemin, à son expérience. Ouais, et puis ça, c'est une autre étude. C'est une étude qui a été menée en France qui parlait de ça, qui parlait du fait de l'ouverture des conseils d'administration aux femmes, notamment dans d'autres secteurs, des secteurs qui sont plus clichés masculins, justement, notamment banques, etc. Et où l'entrée de femmes dans les conseils d'entreprise, conseils d'administration, a amené des résultats très positifs parce que, en fait, le marché de la banque, il s'adresse autant aux femmes qu'aux hommes et que peut-être qu'un regard parfois un petit peu différent sur certains types de besoins spécifiques du public féminin, c'est utile à la boîte et ça lui permet une croissance et une pertinence, finalement. C'est vrai que j'avais pas pensé, mais c'est un autre endroit où je suis une minorité, c'est dans mon board, ouais. Bon, à part des black beaufs de temps en temps, sur lesquels je dois un peu les recadrer en disant que ça fait rire plus personne, mais ça va, quoi. Je m'exprime autant dans mon board. Les femmes sont trop émotionnelles pour diriger l'équipe. On est resté dans les gros clichés. Ouais, c'est vraiment, c'est très... Est-ce qu'une femme est plus émotionnelle qu'un homme? Je ne sais pas. Je ne crois pas. Ça veut dire quoi émotionnel, en fait? C'est hystérique? Un peu tout, hein. Hystérique, on peut tout pleure mettre facilement, dedans. qui se laisse trop vite attendrir, qui... voilà. De nouveau, ça rejoint le tout premier piment, je crois. C'était de dire que douceur, empathie, c'est vraiment des traits de personnalité. Mais par contre, je pense que tout le monde n'est pas fait pour être leader, ça c'est sûr. Et voilà, est-ce qu'il y a plus d'hommes? Ça, je sais pas. Peut-être, comme tu disais, certains clichés qui sont construits que les hommes sont carriéristes et donc ils arrivent plus vite à des postes à responsabilité ou quoi. Mais je pense que de nouveau, être émotif, c'est purement un trait de personnalité et ça n'a rien à voir avec le fait d'un sexe. Et c'est pas un problème. C'est pas parce qu'on est émotif qu'on peut pas. Mais peut-être qu'on retrouvera pas quelqu'un de trop émotif à un poste à haute responsabilité. Homme ou femme. Hein. Oui, homme ou femme, de nouveau. C'est pas... Oui, mais je ne sais pas ce que ça veut dire trop émotif, en fait. Moi, Est-ce qu'il se laisse guider? Est-ce qu'il y a du trop dans l'émotif? Est-ce qu'il n'y a pas de la place aussi à l'émotion en entreprise, finalement? Et c'est un problème de se laisser guider par ses émotions. C'est une vraie question. Hein, mais on se les pose, on ne comprend pas la question. Mais on se les pose en même temps. Hein, parce que je trouve que justement, le fait de pouvoir laisser place à l'émotion et pas uniquement au raisonnement, c'est ça qui peut aussi donner de la valeur à l'entreprise, au produit, parce que... C'est vraiment là-dessus qu'on travaille en marketing. Hein. On va toucher les gens sur leurs émotions. Alors, si on n'est pas un minimum ouvert à comprendre ce que c'est qu'une émotion et ce que le produit peut amener comme émotion, on fait du mauvais marketing parce qu'on s'adresse uniquement au raisonnement des gens. Et ce n'est pas comme ça qu'on vend. On vend en allant chercher les gens dans leurs émotions. Donc, moi, je trouve que l'émotion, au contraire... a vraiment de la valeur. Après, oui, si on a en tête des scènes où quelqu'un se met à hurler, à pleurer, oui, d'accord, ça c'est une question de cadre. Ça, je pense que la personne peut aussi venir me voir. Décidément, on lui conseillerait de faire ça. Mais voilà, moi je trouve que non, personne n'est trop émotionnel pour être chef d'entreprise, surtout qu'on peut être plus émotionnel ou moins émotionnel selon les contextes. Je sais pas...
Ça me paraît être une Ça me bonne paraît- conclusion, de faire de la place à l'émotion et de l'utiliser à sa juste valeur. Ça me paraît pas mal. Ben, voilà, pour conclure cet épisode de Girl Squad, on a envie aussi de pouvoir proposer des solutions, des ressources à toutes celles qui auraient envie de se lancer dans la grande aventure de l'entrepreneuriat. Est-ce que vous avez une ressource que vous avez envie de partager avec nous? Ça peut être un livre, ça peut être un podcast, ça peut être un réseau, ça peut être tout ce qui vous vient en tête, qui a pu peut-être vous aider dans votre parcours. Il faut citer un livre, c'est ça? Oh non. Non, une ressource, quelle qu'elle Peu soit. importe. Bah, moi, ce qui m'a beaucoup aidé personnellement, c'est d'avoir, dès le début, rejoint on a participé à Nestup, qui était un incubateur de start-up. Et je pense que ça m'a beaucoup aidé dès le départ à, en tout cas, placer le focus étape par étape sur sur quoi on se concentre maintenant, parce qu'on a un peu envie de partir dans tous les sens quand on entreprend, ou en tout cas, moi, quand j'ai commencé, j'avais aucune expérience, je savais pas trop ce que je faisais, qu'on se le dise. Et donc, d'avoir participé à un incubateur de start-up, de rencontrer d'autres entrepreneurs, c'est vraiment ce qui m'a enrichi le plus au départ. Donc, comme première ressource, je dirais d'aller vers les autres, du coup, d'aller à la rencontre d'autres personnes, d'autres entrepreneurs, de coachs, parce qu'il y a beaucoup, du coup, dans les incubateurs, c'est se développer un réseau de coachs, voilà. Et c'est vraiment ce qui m'a aidé au départ à me lancer, à comprendre que je suis pas seule, je suis pas folle, et qu'il y a plein de choses, plein de personnes hyper inspirantes aussi autour de moi. Et je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, il y a plein d'incubateurs, de réseaux, et ça ne demande pas spécialement de devoir payer des filles pour rejoindre ces réseaux. Il y a plein de choses gratuites qui se font. Donc voilà, moi, c'est vraiment le conseil que je donnerais, c'est d'aller à la rencontre des autres et oser, puisqu'on revient sur le thème, mais oser aborder les autres, poser des questions et se lancer comme ça, quoi. Ça revient beaucoup, ça, hein, le réseau. Ça fait énormément. Au départ, quand tu ouais. connais personne, c'est primordial, c'est la base, ouais. Ne pas rester seul. En fait. Pas rester Ne pas seul. rester seul. Moi, dans l'autre cadre, donc il y a le réseau des coachs et tout ça, mais par exemple les coworking aussi, pour ne pas travailler tout seul. Donc moi, j'ai géré un espace de coworking pendant 8 ans, et c'est là qu'on voit toute la dynamique d'entraide qui peut se créer entre entrepreneurs, entre chefs d'entreprise, hommes ou femmes, de se dire qu'il y a tous les gens qui se posent les mêmes questions, il y a ce cadre qui est là, ça nous donne un réseau autre, on n'est pas tout seul, on va travailler dans un environnement stimulant, et ça aide vraiment à booster sa motivation et son projet, en fait. On peut le remettre en question tous les jours avec un avis différent, et ça permet toujours d'aller de l'avant, en fait. Merci. Alors moi, je dirais que une des ressources, ce serait par exemple le Google Digital Atelier, donc parce que c'est une initiative de Google qui permet de s'initier au marketing digital et au digital, et c'est totalement gratuit. En tout cas, je dirais dès le départ, quel que soit le projet, même si c'est des langes réutilisables ou du poivre ou j'en sais rien, intégrer toute la dimension digitale et donc voir comment est-ce que le digital peut supporter ça et donc se former à ça, parce que on a l'impression que le digital c'est hyper compliqué et qu'il faut un expert et que ça va coûter très cher, mais en fait dans 99% des cas il y a vraiment moyen de déjà faire beaucoup par soi-même, il y a plein d'outils qui existent, surtout quand on se lance, et donc je dirais dès le départ Intégrer la dimension. Ouais, intégrer ça et profiter de toutes les initiatives gratuites qui existent, parce qu'il y en a plein. La gratuité. Il y a du gratuit. Tout n'est pas payant. Je dis ça, mais... On va trinquer. Ouais, on a une petite tradition. Exactement, aux femmes entrepreneurs qu'on connaît. Et donc, ou simplement des femmes inspirantes. Donc, on va vous demander de citer le nom des personnes qui vous inspirent ou des personnes qu'on pourrait inviter ici, par exemple. Moi, je l'ai déjà invitée ce soir, mais elle n'a pas su venir. J'invite Kinja. Ah oui, monsieur était avec nous avant. Ah, elle est venue. Oui, elle est venue. Ah, Voilà. Elle a parlé de toi. Elle a Oh. Ah oui, exactement. Et en plus, j'avais dit, parce qu'elle a dit, moi je vais citer Sophie. J'ai dit, attends, je vais te dire si Non, Sophie l'a non. dit. Ah bah oui, bravo. Très magnifique, très très joli. Alors moi, je trinque à Charlène, qui s'occupe de Bicentral, mais qui a lancé aussi We Are Funders, qui est un incubateur où on peut arriver avec une idée vraiment, mais alors un embryon d'idée, et qui aide à voir si l'idée peut fonctionner. Donc Charlène Santé. À Charlène. Alors moi, je vais être trinquée à Isabelle. Et je vais lui faire un petit clin d'œil parce que ça fait très longtemps qu'on ne s'est plus vu. Donc Isabelle Flamand,
qui était là, en fait, à mes débuts, on va dire, dans l'entrepreneuriat, quand j'étais encore aux études et que j'ai participé à un club d'étudiants entrepreneurs. C'est un peu elle qui a allumé ma flamme. Et elle était déjà aussi indépendante à l'époque et elle l'est toujours aujourd'hui. Et c'est une femme qu'il vaut la peine de suivre et de regarder ce qu'elle fait aujourd'hui. Santé. 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 Eh ben, merci beaucoup, en tout cas, d'être venu Merci, mesdames. discuter de tous ces sujets dans Girl Squad. Des épisodes de Girl Squad, il y en aura encore plein. On ne sera plus ici au Sochi Festival, mais vous inquiétez pas, on vous prépare un petit studio parfait. Abonnez-nous pour continuer à suivre et à avoir des idées, des ressources, de l'inspiration et surtout à vous lancer dans l'aventure de l'entrepreneuriat. Osez. À bientôt. Au revoir. Merci.